Bonsoir tout le monde. Je me présente François-Xavier de Caravanier. Je suis assisté à la technique par Ophélie, qui est dans l'ombre, mais qui est très présente et qui répondra à vos questions. Donc, l'idée, c'est que c'est un webinaire. Donc, on parle de voyage, on vous présente des destinations, notre concept, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Donc, si vous regardez, je pense, dans le bas de votre écran, vous avez une section chat, puis une section aussi réaction. Ça, des fois, ça nous encourage. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions pendant qu'on parle, puis après ça, on fera des petites pauses, puis on en parle, on y répondra. Ce soir, concept hybride, en fait, c'est qu'on présente en live comme en ce moment. Tu sais, je peux vous dire la journée exacte, on est quelle journée en fait? 19 mai, le Canadien a gagné hier contre le Buffalo. Donc, on se repère dans le temps. OK? Mais il y a des clips préenregistrés parce qu'on voulait bien faire, être concis, puis on a du monde qui sont d'un peu partout, répartis entre le Québec et la France. Fait que on voulait que ça soit, que tout le monde puisse y participer. Donc, vous allez voir des clips qui sont enregistrés qu'on va vous faire passer. Donc, c'est ça le petit élément technique particulier de cette rencontre, mais on pense que ça va bien se dérouler. Puis, je vais faire une présentation live qui est de l'Ouganda. Donc, ce soir, de quoi qu'on parle, en fait? Ben, d'abord, présentons-nous. Caravanier. Caravanier, ça fait depuis 98, en fait, qu'on propose des voyages d'aventure un peu partout sur la planète, toujours avec un regard penché sur, oui, voyager, mais aussi agir. Agir, c'est-à-dire rentrer en interaction avec les populations locales, c'est-à-dire limiter notre empreinte, voyager autrement, penser les choses différemment, essayer d'aller dans l'inédit. On est littéralement des artisans du voyage et je pense que ce terme-là n'est pas encore galvaudé. Chaque voyage est unique, chaque voyage est peaufiné par les experts destination qui travaillent en ce moment pour Caravanier, puis les guides qui sont là depuis nombreuses années. Donc, c'est un peu la particularité qu'on a. Et puis, à travers le temps, on a pu faire une multitude de voyages qui étaient souvent des créations du moment, des élans, si vous voulez, originales ou des choses qui nous passionnaient, des destinations qui nous passionnaient, où on s'est lancé dans des concepts de voyage qui ont des fois fonctionné, des fois moins fonctionné. Mais quand que ça a fonctionné, c'est soit parce qu'il y avait une conjoncture qui le permettait, soit qu'il y a des conditions qui le permettaient aussi, sur politique, sociale, etc. Ou soit parce qu'il y avait un momentum particulier expliqué par je ne sais quoi qui fait que ces voyages-là se sont réalisés. Mais sont arrivés, tu sais, la plupart ont eu lieu à plusieurs reprises, mais disons, espacés dans le temps. Et puis, on venait juste à toujours en parler de ces voyages-là. Ça devenait quasiment des légendes à l'interne ou même dans le cercle des voyageurs qui avaient pu faire l'une ou l'autre de ces destinations-là. Donc, le terme remarquables oubliés, remarquables parce que c'est des voyages inoubliables, oubliés parce que soit qu'ils sont dans l'ombre ou soit qu'ils sont propres à une conjoncture, comme je disais, qui est particulière. Et puis aussi parce que ça faisait 5 ans que Serge Bouchard est décédé, puis qu'on pensait que c'était un bon lien à faire avec. Alors, nos fameux remarquables oubliés ce soir seront le Choquequirao au Pérou, Apollo Mamba en Bolivie, le Zanskar dans l'Himalaya indien, l'Ouganda en Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud en Afrique du Sud, et puis la Grèce continentale. Donc, c'est des voyages qui ont toutes leur âge. Il y en a que ça fait vraiment longtemps qu'ils existent, il y en a qui sont relativement récents, mais ils ont tous cette même fil conducteur. Et donc, juste pour mettre en perspective, ce soir, on parle des remarquables oubliés, mais bientôt, jeudi, je pense, ça sera nos voyages incontournables. Donc, ça, c'est les grands classiques chez Caravanier. Et puis, les nouveautés la semaine prochaine qui seront présentées. Donc, je me lance avec, je vais y aller avec Ouganda, si vous le voulez bien. C'est la mienne faute. Ouganda. On se situe. Là, ben, bon, je suis allé un peu vite dans le géopositionnement, là, mais bon, bref, imaginez l'Afrique centrale et de l'Est. Donc, les voisins, c'est quoi? C'est à côté la Tanzanie au nord-est, à l'est, même pas, au sud-ouest, le Kenya et le Congo, grosso modo. Rwanda au sud. Donc, on situe le lac Victoria qui fait partie de l'écosystème de ce voyage-là. Alors, on arrive à Entebbe, qui est le port d'entrée, si vous voulez, pour les vols internationaux, mais c'est à côté de la capitale Kampala. On aura aussi les chimpanzés qu'on va voir autour du parc national ou de la forêt de Kibale, plus à l'ouest.
la grande chaîne de montagnes des Rwenzori, qui est une chaîne de montagnes particulière à cette latitude-là du monde, où là, il y a des sommets de 5 000 mètres quand même. Mais c'est une chaîne de montagnes qui a un écosystème assez unique dans le monde. Et puis un petit peu plus au sud, le parc national de Queen Elizabeth pour toute l'observation des animaux en mode safari. Et puis finalement, le deuxième des grands primates dans la forêt impénétrable de Bwindi au sud-ouest, donc collé sur le Rwanda. Et on revient en boucle à Entebbe. Donc, l'idée de ça, c'est arriver dans ce contexte si, donc, Entebbe, c'est une ville qui est comme en banlieue de Kampala, qui est à échelle, à pied, si vous voulez, petite, c'est vraiment beaucoup plus paisible, tranquille. L'économie, où tout tourne pas mal autour du grand lac Victoria, donc de manière historique. Donc, c'est flanqué par ce lac-là. Ça donne aussi un climat, une ambiance paisible, quasiment de bord de mer, parce que le lac Victoria est tellement grand qu'on ne voit pas de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs petits restaurants terrasses, tout ce genre de quais, de pêcheurs, etc. Tout tourne autour du lac. Et une des activités d'immersion qu'on veut tout de suite vous plonger, parce que ça, c'est une des recettes ou des ingrédients qu'on fait chez Caravanier, c'est tout de suite de forcer les contrastes entre l'écosystème québécois, notre forêt boréale. Pouf, on vous lance dans les grands marais du lac Victoria à la recherche de ce fameux grand oiseau qui s'appelle le choubil. Donc, le choubil ou l'oiseau à bec de sel, si je peux dire de même. Donc, c'est cet immense oiseau qui se rapproche vraiment des dinosaures. En fait, ça permet de faire des liens, c'est le chaînon manquant. Eh bien, il se situe dans ce grand marais-là. Donc, l'idée, c'est premièrement, un safari observation en barque, en bateau, finalement, dans les grands marais du lac Victoria. On se déplace vers l'ouest, on s'en va vers Kibale. Kibale, avant tout, c'est un village où la vie traditionnelle bat son plein. Donc, on peut observer des parties de soccer, on peut observer des éleveurs de bœufs, on peut observer toutes sortes de choses. Donc, on se met tout dans un contexte quand même aussi contrastant pour avoir ici. Et premier pôle d'intérêt ensuite, c'est l'observation du chimpanzé. Là, je mets une photo qui est plutôt dans le contexte où on voit quelque chose, mais il faut savoir qu'avant tout, la quête de l'observation des chimpanzés se fait très tôt le matin, donc dans un contexte de nuit. Et ça, c'est très particulier parce que tous nos sens sont allumés sauf la vue. Donc, on est dans une forêt très dense parce que c'est l'écosystème équatorial. On va d'abord entendre des bruits, la nature qui bat son plein, évidemment, dans un contexte équatorial, il y a plusieurs espèces qui s'animent le matin. Et on a des pisteurs qui sont là avant nous, qui essaient de repérer les chimpanzés, ils communiquent avec notre guide local pour nous orienter à travers la forêt sans sentier vers les chimpanzés. Donc, il y a une espèce de tension qui se monte parce qu'on les entend de plus en plus réagir à l'arrivée de notre présence. Ils vont communiquer en tambourinant sur les arbres, en lançant des cris et tout, mais tout ça sans les voir. Donc, c'est vraiment quand même, c'est une forme de stress et d'excitation en même temps pour finalement arriver attendez. Oui. À cette première rencontre-là, donc l'observation directe, passive, je vous dirais, des chimpanzés. Elle a d'abord été active parce qu'on peut courir après. Puis finalement, quand on les rencontre, on se pose, puis on les laisse interagir avec nous. On va s'apprivoiser. C'est une belle rencontre, c'est assez fort, mais ça dure souvent peu de temps parce qu'on ne veut pas trop forcer l'accoutumance avec la présence humaine. Donc, c'est un moment fort, ça dure quelques heures et ça se passe dans la forêt de Kibale, donc un premier grand primate qui est un des pôles de notre voyage. Retour en ville, en guillemets, là, direction Kilembe. Donc, on se déplace un petit peu plus au sud-ouest vers la chaîne des Rwenzori, où là, comme chaque étape de ce voyage-là, chaque chapitre, on va faire des immersions urbaine ou humaine, disons, avant de se lancer dans la grande nature. Donc, la vie bat son plein encore. On a vu bon, des femmes qui transportent le bois, des éleveurs de buffles, parce qu'il y a des types de buffles là-bas dont le nom m'échappe, mais dont il y a beaucoup d'élevage. Et là, Kilembe, on rencontre notre équipe locale. Beaucoup de gens quand même, mais pas autant que le Kilimandjaro.
Kilimanjaro, c'est environ là, peut-être 3 personnes pour un randonneur occidental, là. Et bien là, on est dans des plus petites équipes, mais quand même, on va avoir des guides avec nous, on va avoir cuisiniers, aides-cuisiniers, porteurs et d'autres personnes qui ont différentes responsabilités selon l'étape où on va. Donc, c'est quand même un gros team. Et puis, ils vont nous accompagner pendant les 9 jours du trek que va durer la randonnée dans les Rowanzuri. Encore une fois, on quitte, tu sais, ce qui est bien dans ce voyage-là, c'est qu'à chaque fois, on quitte les populations humaines pour faire une immersion à pied dans le contexte euh, sauvage, disons, nature. Et puisqu'on monte en altitude, je vous ai dit tantôt que ça culminait jusqu'à 5 000 mètres d'altitude, eh bien, on part relativement bas. Donc, on doit passer à travers plein d'écosystèmes. D'abord ici, forêt de bambou. Ensuite, les forêts de bruyère. Donc, vous m'excuserez la qualité photo. Mais ça exprime quand même un peu la densité. C'est surtout ça qui est important, qui est imposant là-bas, c'est cette luxuriance qu'on retrouve dans les différents écosystèmes qu'on va traverser. Donc, j'ai dit forêt de bruyère, ensuite les forêts de Senecio, Lubelia. OK? Puis là, on est dans un environnement encore plus, disons, humide. Donc, c'est des forêts pluviales où là, la végétation est vraiment abondante pour finalement, au-delà de peut-être 3 500 mètres, arriver dans quelques plaines, arbustes où là, le paysage s'ouvre davantage à nous. Pendant le séjour, on sera toujours en refuge. Donc, différents types de refuges. Des fois, c'est des cabanes, lits superposés, espace cuisine. Des fois, c'est un mélange cabane et tente avec armature. Puis des fois, c'est que tente avec armature, mais donc, ça, quand même, retrouve la structure d'un refuge. Cuisine locale. Donc, on a, je vous ai dit tantôt, une équipe de cuisiniers qui nous suit. Cuisine locale, on va y aller dans ceux qui connaissent un peu la Tanzanie, le Kenya, avec l'ugali, avec les plats mijotés, un peu influence de l'Inde, un peu différentes aussi influences qu'on va retrouver en Afrique de l'Est. Mais on va miser pas mal sur la cuisine nationale, puis avec quelques petites excentricités occidentales pour garder un peu le niveau moral, disons, du voyage. C'est sûr qu'on est très dépaysé à bien des niveaux. Au niveau de l'alimentation, on essaie de peser ça aussi. On va amener nos petits goodies là, du Canada, mais ça reste qu'on veut pousser quand même cette immersion-là au niveau culinaire qui est déjà très savoureuse en passant. Les Rwandouris, c'est un climat qui est capricieux. La période d'ailleurs où on y va dans l'année, c'est janvier. Puis janvier, c'est à peu près la seule période où il y a une certaine stabilité du climat, où il y a une certaine stabilité des fronts humides, des fronts plutôt secs. Alors, quand on a un ciel bleu comme ça, puis qu'il fait soleil, on en profite, on, on se repose. Il faut savoir que les sentiers ne sont pas les plus naturellement cheminables. Ça se dit pas trop. Mais donc, voilà, l'immersion dans la nature, c'est cette photo. C'est, on est envahi. Tu sais. Puis le sentier visible, ben, il est rare. Ou quand il existe, c'est un champ de boue, souvent dans les altitudes plus bas. Donc, c'est la particularité de l'Ouganda, c'est ce terrain-là complexe en termes techniques. Et puis, si vous portez attention, on va voir que chaque randonneur a des bottes à eau, des bottes de pluie pour marcher. Donc, il faut se trouver une botte de pluie qui correspond à vos pieds, que vous êtes à l'aise, parce qu'on va marcher pendant 8 à 9 jours avec ça, et ce qui va nous préserver des éléments. Donc, différents écosystèmes où là, tranquillement, on va monter en altitude jusque dans les 4 500 mètres. On a un point culminant qu'on vise pendant ce voyage-là, c'est le pic Wiseman, 4 620 mètres. Ça sera un peu comme notre sommet dans ce grand trek pour ensuite redescendre et revenir à Kilembe de manière à faire une espèce de 8, là, si vous voulez, sur la carte. Retour en ville, donc après 9 jours, le contraste va être fort et on se déplace vers le parc national de Queen Elizabeth. Dans Queen Elizabeth, la particularité ou la chose qui est déteint un peu, qui ressort particulièrement, c'est le canal de Kizinga. Le canal de Kizinga, c'est un immense cours d'eau qui relie deux grands lacs, où là, on va retrouver une faune aviaire complètement hallucinante. Il y a encore aussi certaines populations humaines qui dépendent de la pêche. Donc, le parc national n'est pas 100% hermétique là, à la présence humaine. Donc, ça fait aussi une autre immersion intéressante si on parle de safari. Par contre, les animaux plutôt aquatiques qu'on va retrouver là-bas sont le buffle,
Et puis l'hippopotame, donc c'est une des plus grosses concentrations d'hippopotames là, en Afrique, tout territoire confondu, puis aussi le crocodile. On va être hébergé dans ce parc national-là en tented camp, donc c'est des campements aménagés comme ça sur plateforme de béton. Puis, petit fait cocasse, là, sont quand même avec. Hein, ils sont protégés d'un espèce de d'halo, là, ou je ne sais plus dans les termes médiévaux comment ça on dit, là. Mais bref, il y a un espace qui empêche les animaux d'accéder littéralement au temple parce que on est en immersion complète dans un confort relativement élevé. C'est si on voit un peu la structure des lits. Ça reste un safari conventionnel aussi, dans la mesure où on va avoir une portion Jeep, observation des grands mammifères. La route continue, on va vers le sud, direction Bwindi. On passe par des villages, on passe par la vie, la vraie vie en Ouganda. C'est tu sais, on l'a dit tantôt, c'est un remarquable oublié dans le sens aussi que c'est dans l'ombre peut-être des grands pays touristiques comme le Kenya puis la Tanzanie. C'est peut-être le troisième en importance. Donc, la présence touristique n'a pas encore trop altéré euh, les interactions à destination, le mode de vie ou l'économie locale, en parlant d'économie locale. On arrive dans Bwindi et le nom de Bwindi, la forêt impénétrable de Bwindi. Je trouvais qu'il n'y avait pas meilleure photo pour représenter ça que celle-ci, c'est-à-dire cette densité très forte où là, c'est quasiment difficile de progresser. Je vous le rappelle, il n'y a aucun sentier et l'observation du gorille va demander quelques particularités. C'est encadré à travers un ensemble de parcs, là, et il y a des restrictions. Ça demande des permis qui sont onéreux quand même. Mais ça reste que l'Ouganda a le permis le plus accessible par rapport à ses voisins, comme le Rwanda et l'Ouganda, où là, un permis peut aller jusqu'à 1500 dollars USD. Là, on est plutôt en bas de 1000 dollars, ce qui rend quand même l'observation des gorilles accessible d'une certaine manière. Et c'est encadré aussi dans le fait que les clans ou les groupes de gorilles sont répartis un peu partout dans la forêt. Et les observateurs, donc nous, le groupe privé, ben, on est attribué à un clan ou à un autre selon nos attitudes, à capacité de marcher, par exemple, s'ils sont loin, ou à cette capacité-là à interagir avec un clan un petit peu plus, comment dire, qui bouge plus, un petit peu plus viril, disons. Donc, selon l'attitude de chacun, ils vont faire des matchs et là, nous attribuer avec des pisteurs les gorilles. Puis là, l'idée, c'est de les retrouver. Et là, on aura, à un moment donné, 45 minutes, 1 heure gros maximum d'observation possible avec ce plus grand primate de la planète qu'est le gorille. C'est certainement aussi celui qui est le plus proche, je trouve, de l'humain dans son regard, dans ses actions. Et c'est un moment très, très fort. C'est un moment où on est mélange de stress et puis d'excitation très forte. Et puis, on aura 45 minutes d'échange comme ça, passif, avant de ressortir de la forêt. Fait que c'est le dernier chapitre de ce voyage-là. Ensuite, on revient à Entebbe pour compléter l'aventure. C'est bon, ça? Petite pause de transition. Si vous avez des questions, je pense que je t'en parfait. Alors là, on essaie d'enchaîner. Attendez. On- Attention, là, c'est une transition où on a l'air perdu, mais on n'est pas si perdu que ça. On trouve le fichier, puis on vous le partage. Donc, c'est une conférence donnée par Julie, qui est une de nos spécialistes Europe et aussi Amérique du Sud. Donc, on va nous parler du Choquequirao au Pérou. On va voir si notre concept marche. Attention. Oui, non, oui, non. On peut me dire que c'est pas du tout Non. un pays qui est oublié, au contraire, c'est quand même un pays qui fait partie des destinations les plus connues du monde, les plus fascinantes, certainement, qui est d'ailleurs très connu pour les voyages de randonnée et qui est une excellente première expérience. Vous avez tout à fait raison. Et là, aujourd'hui, moi, je vous parle d'un trek qui est quant à lui, qui est c'est le trek de Champignan. Pour vous situer un petit peu sur le Pérou. Déjà, il faut savoir que le Pérou, c'est un
Et ensuite, ils sont jusqu'au Pérou. Ils ont marché. Ils ont profité en fait d'un différend qu'il y avait entre les deux princes héritiers de l'Empire Inca qui se disputaient. L'Empire venait tout juste de sortir de cette guerre interne et il était considérablement affaibli. Beaucoup d'hommes étaient morts à la guerre. Les Espagnols sont arrivés avec leurs maladies espagnoles qui n'étaient pas connues et donc il n'y avait aucune immunité pour les populations locales. Donc ça a été très facile pour la centaine de conquistadors espagnols de coloniser finalement tout un pays entier. Ça a été un peu la débandade et les Espagnols ont conquis Cusco, tous les alentours. Ils sont allés jusqu'en Terre de Feu, ils sont remontés au-delà de l'équateur et bien sûr la Colombie, puisque c'est Christophe Colomb qui arrive. Donc le nom est là. Des cités Inca ont été sont passées en fait sous le radar des Espagnols, notamment Machu Picchu qu'on connaît bien. Et là, on fait un autre bond dans l'histoire et on avance jusqu'au début des années, au début du XXe siècle. Le monsieur que vous voyez en bas à droite avec le chapeau était Hiram Bingham et c'est lui qui a mené des explorations en 1907-8 et puis en 1911-12, laquelle, cette dernière, a mené à la découverte, ou plutôt à la redécouverte du Machu Picchu, parce qu'il y avait des familles alentours qui savaient très bien qu'il y avait des ruines Incas. Des ruines plus haut et donc qui habitaient pas très loin et donc qui ont conduit Hiram Bingham à connaître le Machu Picchu. Il a découvert sur sa route d'autres cités, mais vraiment c'est le Machu Picchu qui l'a marqué et en 1913, donc un an après la découverte du Machu Picchu, un article est paru dans le National Geographic de l'époque et mettant en lumière le Machu Picchu. À partir de là, ça a été la cité qui a été mise en valeur et qu'on connaît encore de nos jours et qui est incontournable. Hiram Bingham avait, donc Machu Picchu, on s'entend, c'est pas du tout un remarquable oublié, c'est une remarquable redécouverte et c'est un site fascinant à observer mais qui est très touristique. Hiram Bingham, donc 4 ans avant avoir découvert le Machu Picchu, était passé par cette cité de Choquequirao, qui était elle aussi à l'époque enfouie complètement sous la végétation. Et alors que, mettons, peut-être 80% du Machu Picchu, 90% du Machu Picchu actuellement est recouvert. Donc il faut se projeter. À l'époque, quand lui il voyait, il y avait de la jungle partout. Donc il était passé par Choquequirao, et il n'y avait pas prêté plus que ça attention. Mais on savait que Choquequirao était là. D'autres archéologues péruviens avaient aussi découvert Choquequirao dans les 100 ans précédents. Mais bon, ça n'a pas fait beaucoup de bruit à l'époque. De nos jours, Choquequirao, depuis 1997 et 2001, il y a eu beaucoup d'emphases qui ont été mis pour justement mettre ce joyau un petit peu plus en lumière. Donc, il faut savoir que Choquequirao n'est accessible qu'à pied, ce qui élimine 99,99% des visiteurs. Donc, quand on arrive sur Choquequirao, qu'on voit donc, comme je vous dis, donc ça c'est quand on l'a vu quand on arrive et il faut encore redescendre en bas et puis remonter en face de l'autre côté de la vallée. Donc on voit ces sites-là et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu éparpillés dans la jungle. On calcule qu'aujourd'hui seulement 30% du site a été mis à jour. Donc 70% du site est encore enseveli. Donc on en voit juste une petite partie. Donc quand on arrive, ce qui frappe, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que s'il y a 10 autres personnes avec vous sur le site, en plus de notre groupe, c'est beaucoup. Donc c'est pour dire, comparativement au Machu Picchu, qu'il y a plusieurs milliers de visiteurs par jour, avec des horaires et des circuits établis pour limiter l'impact du tourisme sur les vieilles pierres. Donc là, Choquequirao, c'est la tranquillité absolue et ça laisse le temps de découvrir toute la cité. Cette cité n'avait pas été atteinte par les Espagnols. Donc, elle a été, par contre, un refuge Inca. C'est-à-dire que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont une partie des Incas qui ont constitué la rébellion a fui
Cusco et s'est réfugié en premier lieu justement à Choquequirao, puis ensuite a continué sa fuite dans les années suivantes pour se protéger. Donc Choquequirao n'a jamais été atteinte et elle a par contre été habitée un petit peu plus longtemps. Il faut savoir que c'était à la fois un centre. C'était un centre qui devait avoir la même importance que Machu Picchu à l'époque, que ce soit au niveau religieux, au niveau administratif, et puis aussi un point de contrôle des passages sur la route, parce que c'est une porte d'entrée aux différents écosystèmes, aux différents environnements autour de Machu Picchu. Donc, je vous disais, les travaux d'excavation continuent avec vraiment ici on voit comment les pierres sont montées pour pouvoir ensuite être réassemblées quand elles sont nettoyées. Et la cité est encore pleine de mystères, et notamment ces lamas du soleil, donc qui sont constitués de pierres blanches et de quartz, et qui sont dans les terrasses. C'est fascinant à observer. Voilà. Quand je vous disais qu'on n'arrive qu'à pied, c'est que non seulement on y arrive qu'à pied, mais qu'en plus c'est une trentaine de kilomètres, donc il faut 2 ou 3 jours pour y arriver, et qu'en plus ce ne sont pas des chemins faciles. Donc ça veut dire que la particularité, c'est qu'on va descendre beaucoup et monter beaucoup pour atteindre Choquequirao, et puis en fait dans tout le trek, parce que nous, notre trek ne s'arrête pas à Choquequirao. Le premier petit village, qui s'appelle Cachora, n'est pas encore atteint par le tourisme de masse, c'est-à-dire que nous on va camper à Cachora sur un terrain un petit peu à l'écart. C'est resté un village qui est encore dans ses traditions. Ça aussi c'est une des grandes différences avec le Machu Picchu. Aguascalientes, qui est le village par lequel on prend le train pour aller à Machu Picchu, qui est en bas du Machu Picchu et là où le train arrive, pardon, et puis de là on peut monter un petit bus ou à pied. Aguascalientes, c'est un village touristique qui n'est dédié que au tourisme ou presque. Donc là, Cachorra, non, les gens ils vivent leur vie et puis nous on y passe comme tous ceux qui vont visiter. Et puis il faut compter, c'est ça, à peu près 2-3 jours pour atteindre Choquequirao et le visiter. C'est là que la plupart des agents s'arrêtent. Ils font demi-tour et rentrent par le même chemin. Nous, on continue un petit peu plus loin et en fait commence un trek magnifique. La particularité, c'est pas un trek très haut en altitude au départ pour le Pérou. Et ça va être très progressif sur la montée en altitude, donc très agréable. La particularité, c'est qu'on va vraiment descendre au fond des vallées et remonter en face avant, au lieu de remonter les vallées petit à petit. Donc on fait vraiment en haut, en bas, en haut, en bas. Donc, vous l'aurez compris, c'est exigeant pour les mollets. On va marcher pendant 8-9 jours, passer des hauts cols, donc on va passer à plus de 4500 mètres d'altitude, et c'est une particularité, ça nous permet en fait de découvrir beaucoup d'écosystèmes entre les zones les plus basses et les zones les plus hautes. Donc là, quasiment jungle avec une grosse chaleur, et puis les endroits où on est beaucoup plus proche des sommets avec des hauts cols et donc des conditions de montagne un peu plus austères, si on peut dire. Mais ça reste que c'est le voyage le plus doux sur l'acclimatation à l'altitude, mais peut-être le plus exigeant sur les mollets. Une force de tous nos voyages au Pérou, mais qui est notamment vrai bien sûr pour le Choquequirao, c'est notre équipe locale. Donc on travaille avec Vico, qu'on voit un petit peu mieux sur cette photo qui n'a qu'une dizaine d'années. En haut à droite, Vico, c'est le chef de notre équipe locale. Il a commencé porteur, puis il est passé cuisinier, puis assistant guide, puis guide. Nous, Caravani, on l'a rencontré quand il était assistant guide, puis guide. Il se révoltait dans l'entreprise qui l'embauchait à l'époque parce que les conditions de travail et de rémunération des porteurs n'étaient pas justes. Et donc, il avait été licencié pour ça. Et Caravani, nous, justement, on a aimé ça chez lui. On lui a dit, Vico, est-ce que tu penses que tu pourrais devenir toi, notre contact et monter, recevoir l'organisation de tous nos voyages. Tu as quelques jours pour réfléchir. Et depuis ce jour-là, donc là on parle d'il y a plus de 20 ans, c'est lui qui organise tout ça. On travaille avec 3 guides principaux. Ici, on a Diego, Wilfredo et Rustino, qui accueillent tous nos groupes et qui connaissent l'histoire. Donc l'histoire avec un grand H, les Incas, les Espagnols et tout ça, mais aussi l'histoire, l'actualité en fait du Pérou et la transmettre avec une grande générosité. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ça d'ailleurs c'est vraiment une constante dans nos voyages au Pérou.
On peut en reparler longtemps. On peut en parler longtemps du Pérou, de à quel point on mange bien en trek, de ce souci constant de la qualité du service que vous allez recevoir. Euh, mais pour une présentation de notre trek remarquablement oublié du grand public, je pense qu'on va s'arrêter là. Contactez-nous si vous avez des questions. Bonne journée. Excellent. Merci, Julie, en décalage. Alors voilà, ça marche quand même la petite technique. On va juste fermer ceci. Donc, ben voilà, donc un petit problème de son au départ, mais ça marche. Donc ensuite, on va enchaîner directement. Je rappelle, hein, si vous avez des questions, des technicalités, n'hésitez pas à nous écrire parce que on veut faire un peu d'interaction avec vous. On vous lance à l'instant un sondage un peu qui veut palper vos intérêts ou vos sujets de destination qui seraient vos favoris dans les sujets qu'on parle ce soir. Donc, j'enchaîne tout de suite avec, on va vous amener ailleurs. On va aller du côté de l'Himalaya indien en particulier. On a deux grandes régions de montagnes là-bas dans l'Himalaya indien. Le Ladakh, certainement connu, et le Zanskar, qui est son voisin méconnu. Donc, on parle toujours de cette perspective-là de remarquable oublié, ben, le Zanskar, des fois, se retrouve un peu dans l'ombre de son grand voisin, le Ladakh. Alors, depuis peu, on a reconstitué un itinéraire original aux Zanskar et c'est ce que Ophélie va nous présenter à l'instant. C'est parti. De randonnée qui peuvent être très complémentaires avec un trek au Népal. Si en tout cas vous avez aimé cette ambiance-là, la culture, le Zanskar vient offrir une géologie qui est complètement différente, mais toujours entourée de très belles montagnes autour de 6 000 mètres, avec justement cette continuité dans la culture tibétaine bouddhiste qui est aussi très riche et très présente dans cette région du pays. Alors, c'est vraiment le regard qu'on porte sur notre trek aux Zanskar, c'est d'essayer d'aller chercher ces environnements encore préservés, isolés, qui nous offrent la possibilité de randonner nombreuses journées consécutives et de garantir cette forme d'isolement et de lenteur qu'on recherche à travers nos itinéraires en Himalaya. Donc, ce sera pas bien long. Je vais partager tout de suite mon écran. Donc, ça nous amène en Inde, tout au nord de l'Inde. On voit ici, donc, on a une petite région qui est le Ladakh, qui fait partie de la région du Jammu-Cachemire. Et cette région-là, en fait, elle est limitrophe avec le Pakistan et la Chine, donc le Tibet ici, qui est vraiment une continuité. Puis pendant longtemps, en fait, quand on parle du plateau tibétain, le Ladakh s'inscrit vraiment dans cette continuité géographique, géologique, car on retrouve exactement les mêmes paysages au Ladakh qu'on peut retrouver sur justement les plateaux tibétains. On arrive dans la ville de Leh, qui est notre porte d'entrée et de sortie, qui se situe à peu près à 3 500 mètres d'altitude. Et là, si je fais un petit zoom de carte, ça vous permet de comprendre un peu justement la région du Jammu-Cachemire qui est juste ici, donc la région du Ladakh. Et le Zanskar, en fait, était un ancien royaume indépendant, très isolé et très difficile d'accès, qui se trouve un peu plus au sud ici. Et donc, notre voyage va vraiment se concentrer aux Zanskar pour aller rejoindre les rives du lac Somoriri qu'on voit juste là. Mais avant de partir en trek, on a toute la région autour de Leh, dans la vallée de l'Indus. Là, on voit l'Indus, le fleuve de l'Indus, qui prend sa source en Chine, au Tibet, avant de se jeter vers le Pakistan. Et donc, on va aller passer plusieurs journées dans cette région-là, qui est franchement très, très intéressante pour comprendre tout le volet culturel et historique aussi de cette région unique en Inde. Donc, la ville de Leh, ça fait partie, notre historique, notre histoire un petit peu au Ladakh, elle n'est pas nouvelle. Ça fait au moins 20 ans qu'on propose des voyages au Ladakh, qu'on a une équipe sur place qui est toujours la même, et qui, on a l'habitude d'organiser tous nos séjours d'année en année. Chez qui on va dormir justement, ils ont une petite auberge qui est franchement sympathique à aller et dans laquelle on reste plusieurs journées à notre arrivée. Et donc on s'est toujours amusé quand on y va, là, vous le savez, on aime ça aussi faire parfois quelques repérages et des ajustements. On
reste jamais sur des acquis. Donc, quand on voit qu'une région évolue, bah, c'est vraiment le but d'essayer de s'ajuster pour que ça reste toujours dans ce qui nous anime, dans l'esprit qu'on aime. Et donc, c'est pour ça que cette année, on a voulu offrir une nouveauté un peu à travers le Zanskar. Parce que la région du Ladakh se développe énormément. Il y a de plus en plus de routes à travers les montagnes et donc qui ouvrent un peu l'accessibilité, mais qui viennent nécessairement dénaturer un petit peu les portions de trek. Et donc, le Zanskar offre encore cette sensation-là d'isolement à travers les montagnes. Et donc la ville de Leh, c'est quand même assez sympathique. Là. C'est pas très très grand, mais ça bouge beaucoup et il y a énormément de monastères. Quand je vous parlais de la vallée de l'Indus, ce fleuve-là vient vraiment irriguer toute cette région-là. Donc il y a énormément de cultures. C'est vraiment des petits oasis de verdure dans un environnement qui est très minéral. Et donc ça laisse place à plein de cultures en terrasse, d'orge, de riz, de blé. Et en fait, étant donné que la région géographique est protégée par la chaîne himalayenne, bah, elle ne subit pas nécessairement de mousson, comme par exemple au Népal à certains moments de l'année. Donc, en tout cas, cet itinéraire, cette destination, on peut y aller l'été. Et toutes ces cultures-là sont surtout irriguées par la fonte des glaciers. Donc, c'est ce qui vient vraiment abreuver un peu toutes ce territoire qui est très sec, très sec. C'est comme un désert d'altitude, en fait, dans le type de paysage qu'on rencontre. Et donc, tout au long de l'Indus, on va avoir donc des villages, mais on va avoir aussi énormément de monastères et parfois de très anciens monastères également, qui sont, c'est une vallée qui est habitée, là, qui est animée. Les monastères sont toujours habités également. Puis il y a plusieurs écoles. Là, on est majoritairement bouddhiste dans cette région du pays. Et donc, quand je parle d'école, bon, bah, il y a les bonnets les bonnets rouges, les bonnets jaunes, qu'on retrouve à différents endroits dans différents monastères. Donc, on va prendre le temps. Étant donné que la ville de Leh est à 3500 mètres d'altitude, c'est comme à Cusco au Pérou. On commence pas tout de suite en partant notre trek, là, ça serait vraiment difficile. Donc, on fait le choix vraiment d'une arrivée plus en douceur. Donc, on va passer plusieurs journées, 4-5 jours dans la vallée de l'Indus, à faire de jolies balades, des rencontres, aller visiter justement des monastères. Et c'est ce qui fait ces moments-là, là, dans les monastères, quand on a la chance de pouvoir y aller et d'assister à des cérémonies, c'est ce qui, selon moi, vient vraiment créer des souvenirs, je veux dire, inoubliables. Donc, c'est vraiment assez unique de pouvoir assister à ces moments-là. Il n'y a rien de folklorique, là. C'est vraiment, ils ouvrent les portes avec plaisir à ce qu'on puisse y assister, prendre un thé et avoir ce petit moment de spiritualité aussi dans le voyage. Il y a certains monastères, donc là, par exemple, quand on arrive dans le Zanskar, comme je disais, c'est un royaume qui a été longtemps très isolé, qui pouvait se rejoindre seulement à pied ou alors, je veux dire, à cheval, à travers les vallées. Et il y a des monastères troglodytes encore qu'on trouve, comme le monastère de Fougtal qu'on voit ici, et par lequel on débute en fait notre trek. Et donc, ça laisse place à des environnements vraiment encore préservé, parce que étant donné que c'est quand même encore assez difficile d'accès, ben, il y a très peu de monde qui y vont pour notre plus grand bonheur. Donc on en profite. On aime quand même que ça fasse partie des remarquables oubliés, car ça nous permet de garantir une forme de confidentialité dans ces itinéraires-là. C'est une région qui est beaucoup moins peuplée aussi que le Népal, par exemple. Le Népal, il y a énormément de villages. On passe vraiment de village en village. On peut se retrouver complètement isolé dans les montagnes à certaines reprises, mais ça reste qu'il y a quand même énormément de vie qui s'y passe. Au Ladakh, c'est beaucoup plus éparse. Ça va être beaucoup plus éparpillé. On a moins la chance de rencontrer du monde quand on va vraiment partir en trek. Donc là, encore une fois, les monastères de Fougtal, là, qu'on va prendre le temps de visiter les premières journées de notre arrivée et pour avoir donc une bonne compréhension du territoire et de la culture tibétaine, qui est donc assez présente dans cette région du pays. Et ensuite, ça va être l'immensité, l'étendue. C'est ce qui rend ce voyage unique, selon moi, c'est la perspective de la lenteur. C'est rare les possibilités de s'offrir des voyages où on peut marcher 15 jours sans transport, juste vraiment de vallée en vallée, de passer plusieurs cols et d'avoir vraiment une progression très lente. J'avais écrit un article sur le blog de Caravanier là, qui parlait justement de l'éloge de la lenteur et il s'inscrit définitivement dans cette catégorie-là. Donc,
c'est volontaire qu'on garde ce voyage. C'est un voyage de 26 jours là. Au total, c'est quand même un long voyage, puis c'est 15 jours de marche consécutifs. Mais moi, j'y tiens beaucoup parce que je trouve que c'est un luxe qu'on peut se permettre au moins une fois dans sa vie que de marcher autant de journées consécutives sans croiser aucun véhicule, sans avoir aucune portion de transport, d'avoir juste notre stock, on part en campement, puis de campement en campement, avoir toute la liberté du monde, de se retrouver vraiment isolé dans les montagnes, de passer à l'occasion quelques villages. Je, je trouve on a un moment dans le voyage de décrochage où vraiment, ben, on sait plus quel jour on est. On regarde plus sa montre à savoir quelle heure il est. On fait juste se fier au rythme que le groupe va avoir, le rythme des repas, le rythme des pauses, le rythme où justement on arrive le soir, on va prendre notre petit thé, puis un petit goûter, puis on va s'asseoir sur la chaise, puis on va juste repenser à ce qu'on a vécu aujourd'hui, les moments forts, les moments marquants. Et moi, c'est ce qui vient vraiment le plus me marquer dans ces voyages, c'est tous ces petits moments qui s'intègrent dans une journée. Et bon, bah, les déjeuners le matin au soleil, quand il fait une petite fraîche, mais qu'en même temps, il y a un super beau soleil qui tape, je trouve que ça fait partie des moments marquants d'une journée en trek quand on a la possibilité d'être en complète autonomie avec notre équipe et notre matériel. Bah, ça donne ce genre de perspective-là et de petits moments. Donc là, c'était vraiment pour vous donner une idée un petit peu du setup là, des campements. Donc on a vraiment tout le confort. Encore une fois, on a toute une équipe qui est aux petits soins. On a des mules qui vont porter toute la logistique aussi. Et donc ça nous laisse beaucoup de liberté. Au Ladakh, on a une belle diversité quand même de paysages, je trouve. Il peut faire quand même assez chaud l'été, malgré l'altitude. Parce que comme je le disais, là, on arrive autour de 3500 mètres. Mais après, on va partir, on est toujours entre 4000 et 5000 mètres. Et ce qui est le fun avec ce voyage, en tout cas, si vous cherchez quelque chose d'assez soutenu et plus exigeant, puis un premier défi, peut-être même en altitude, ben, il s'inscrit vraiment là-dedans. On va avoir de nombreux cols autour de 5000 mètres à passer. Mais étonnamment, il y a aussi de nombreuses rivières. Puis là, il peut faire quand même assez chaud. Le soleil tape fort à cette altitude-là. Donc quand le soleil est de la partie en pleine journée, il va faire très bon. Les rivières vont être fraîches. Je vous le cache pas, ça c'est évident. Mais en même temps, ça donne un rythme très varié. On marche pas toujours dans les montagnes. Il y a vraiment une diversité de paysages qui est quand même assez étonnante. Euh, et donc, toute notre progression comme ça de col, de vallée en vallée, avant de rejoindre notre point final, qui est le lac Tsommoriri, donc les rives du lac Tsommoriri, qui est un lac sacré, salé, un des plus grands de la région, avec des eaux turquoises assez spectaculaires. Il y a aussi un superbe monastère perché sur le bord de ce lac. Et donc, ça vient conclure notre trek de 15 jours, notre avancée lente de 15 journées de marche à travers les montagnes avant de rejoindre la ville de Leh. Et donc c'est ça. Je trouve que ça vient vraiment conclure d'une super belle façon. Là, on est sur les rives donc du lac Tsommoriri en pays Champa. Les Champa, ce sont des semi-nomades, des nomades de la région qui vraiment qu'on pourrait croiser tout le long de notre itinéraire. On pourrait croiser des kiangs aussi, des ânes sauvages qui peuplent aussi toutes ces montagnes. Donc il y a quand même un peu de vie. Il y a des choses qui s'y passent. On ne croise pas nécessairement beaucoup de villages, mais on pourrait croiser des nomades, des kiangs si on est chanceux, et à l'occasion quelques villages isolés comme une sensation de bout du monde. Et c'est ce que le Zanskar va offrir. Alors voilà pour le Zanskar, qui est un voyage qu'on affectionne beaucoup et qui, selon moi, vient vraiment s'inscrire dans nos voyages d'exception, de par leur lenteur, de par l'isolement qu'ils peuvent offrir dans les montagnes, cette progression vraiment lente et en même temps ce goût du défi qu'on peut avoir, parce que mine de rien, la notion d'altitude est à considérer et en même temps, ça nous offre cette expérience de montagne et de trek en haute altitude. Donc, il y a quelque chose qui se crée dans les groupes à travers une camaraderie, une fraternité, que je trouve vraiment le fun à travers ces voyages-là quand on voyage en altitude et en même temps qui garantit un aspect
je trouve très très complet parce qu'on a autant le volet culturel qui est super intéressant et fascinant dans le voyage, tout en ayant cet isolement assez flyé qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la vallée du Zanskar. Bon, mais merci bien pour nous avoir parlé du Zanskar, Ophélie. Donc, j'espère que vous êtes toujours parmi nous. Oui, il fait beau, il fait chaud. On vous amène ailleurs. On va revenir vers le continent sud-américain. Merci d'avoir une petite parenthèse. Merci pour ceux qui ont répondu au petit sondage, là. Donc, justement, on va enchaîner avec l'Apollo Bamba, en fait, qui est un trek dans le nord-ouest de la Bolivie, dans la Cordillère Blanche. C'est un trek qui remonte encore une fois à très longtemps dans l'histoire des caravaniers qu'on fait une fois de temps en temps. Il va un peu dans l'esprit de nos longs treks au Népal, dans ce cas qu'on vient de voir. Il va un peu aussi dans l'esprit du Waiwash au Pérou, c'est-à-dire ces treks en itinérance qui font plus d'une semaine. Alors, ça sera Julie qui va parler de cette destination. On en a pour environ 8 minutes de son côté. Je voulais vous parler d'un pays qui est souvent éclipsé par celui d'à côté qui brille de mille feux. Celui d'à côté, c'est le Pérou. Et moi, là, je vous parle de la Bolivie. En fait, en Bolivie, je vais même être un petit peu plus précis, je vais vous parler d'un trek spécial parce que la Bolivie, on peut quand même dire que c'est un petit peu, mais pas trop connu. Donc là, vous devrez voir. Donc la Bolivie, c'est ce pays ici en rouge. Juste à côté, on a le géant Brésil, on a le Pérou, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay. Donc c'est un pays qui est, c'est ça, peu visité, hop, que je réussisse à passer mes diapositives, peu visité, et qui est finalement très connu pour le Salar d'Uyuni, cette grande étendue blanche de sel qui ressemble à un lac, mais en fait c'est du sel. Dans le monde du trek, il est connu beaucoup plus pour la Cordillère Royale. Et c'est à peu près tout qui est connu. Après, dans le monde de l'alpinisme, la Bolivie a beaucoup de sommets de plus de 6000 mètres. Et donc, c'est un petit peu connu dans le monde de l'alpinisme. Là-dedans, donc nous, on a décidé d'offrir un trek qui est complètement différent et c'est celui dont je vous parle maintenant. Il faut savoir qu'on s'appuie en fait sur une équipe avec laquelle on travaille depuis peut-être 25 ans en Bolivie. Ici à droite, avec la doudoune rouge, vous voyez Javier, son fils, avec la moustache et la barbichette des deux côtés, là, sur les deux photos, qui s'appelle aussi Javier. Et donc, ce sont des passionnés de montagne. Ce sont vraiment des puristes dans l'âme. Javier Père, lui, faisait partie de la première cohorte de guides de haute montagne certifiés en Bolivie. Et lui, il a fait ça parce qu'en fait, c'est ce qu'il faisait, c'était sa passion, c'est ce qu'il faisait de ses congés. Donc, c'est quand même assez rare dans le milieu en Amérique latine, on va dire, et en fait dans plusieurs endroits, que des guides de haute montagne que des guides en montagne considèrent leur métier vraiment comme leur passion. C'est aussi ce qu'ils font quand ils sont en congé, quand ils ont des jours de repos. Ils vont en montagne, ils vont grimper, ils vont camper, etc. Et ils essaient d'y ramener toute la famille, plutôt que de voir ça, comme on voit souvent, juste comme c'est un travail, on le fait avec application, on le fait super bien. Mais là, c'est vraiment des puristes de la montagne. Pour ceux qui sont allés en Équateur, vous reconnaîtrez, ici on a aussi Ivan, qui est notre guide en Équateur et qui guide aussi ces derniers temps, c'est lui qui a guidé le trek Apollo Bamba, parce qu'Ivan parle français, en compagnie donc de Javier Fils, et c'est le trek dont je vous parle de suite. On a deux treks en Bolivie. Le Sud Lipet, ça c'est un tout nouveau. Donc on vous en parle dans la conférence sur les nouveautés de 2027. Et le trek Apollo Mamba qui a été repéré il y a en 2015, je pense que j'y étais allée pour le repérer. Là, on n'est pas dans la même cordillère que on n'est pas dans la même cordillère en fait que le classique, pardon, la cordillère royale. Donc, si je vous montre sur la carte, ici, là, vous avez le petit trait rose, ça c'est la base.
le lac Titicaca est divisé en deux, une partie péruvienne, une partie bolivienne. On fait une partie d'acclimatation, bien sûr, sur la partie, sur une presqu'île, enfin sur une île de la partie bolivienne. Et vous voyez tous les sommets qui sont ici. Ce sont les sommets qui sont certains connus, comme le Chachacomani, le Condoriri, le Huayna Potosí, le Yampu, bon, des sommets plus ou moins connus. Ça, c'est la partie Cordillère Royale. Donc c'est là que tous les gens qui vont faire des treks en Bolivie vont. Et nous, on va, donc dans ce pays qui est déjà un petit peu oublié, on va dans une cordillère qui est complètement oubliée. Et c'est là où vous voyez le tracé en couleur. Ça, ici, c'est la cordillère Apolobamba. Et c'est là qu'on va marcher. Avec encore, le Taupiorco, et le Cololo, qui sont deux des grosses montagnes alentours. L'idée, c'est qu'on avait un cuisinier de l'équipe qui connaissait vaguement des chemins qui pourraient peut-être passer. Et donc, l'équipe locale l'a accompagné pour faire un repérage et pour découvrir. Donc ici, on voit notre cuisinier, Raimundo, en question. Et donc, pour retrouver ces sentiers. Donc, ils ont vraiment réussi à retrouver ces sentiers qui sont pas pratiqués par personne d'autre. Et puis après, on est allé repérer ensemble pour voir si on pouvait le proposer pour Caravanier. Et donc, on le propose depuis. C'est euh, c'est complètement inconnu. Et pourtant, ça fait partie, en fait, je vous dirais que ça fait partie du top 5 des grands treks d'Amérique latine, des grands treks des Andes. C'est dans le top 5. La région est isolée et peu connue, mais en fait, il y a des routes. Alors, quand on parle de routes, c'est ce genre de pistes qui relient des petits villages, et ce sont des villages de miniers. Donc, des villages miniers, donc des villages de mineurs, pardon. Euh, Et c'est des villages qui sont très haut perchés en altitude, souvent à 4600 mètres, 4800 mètres d'altitude, avec donc des conditions de vie qui sont rudes. C'est une ambiance un petit peu austère, très minérale. C'est pour ça qu'on va croiser des troupeaux de lamas ou d'alpacas et des troupeaux de brebis de temps en temps, accompagnés d'un berger ou d'une bergère qui les surveille. C'est pour ça que de temps en temps, on va pouvoir voir des enfants et on campe, nous, généralement, pas très loin d'une habitation ou pas très loin d'un village, parce que c'est là que se trouvent les sources d'eau puis les terrains plats pour camper. Donc les bagages sont transportés par les véhicules, et quand nous on met mettons 6 heures de randonnée pour aller d'un point A à un point B, eux ils doivent faire tout un détour. Donc eux, l'équipe, le cuisinier et puis les chauffeurs doivent faire tout un détour pour aller au même endroit, et ils mettent quand même 4 heures de jeep. C'est pas beaucoup plus court en véhicule, parce qu'on avance pas très vite. La particularité de ce trek, c'est qu'on passe, en fait, on passe très proche des glaciers, et on va fréquemment frôler les glaciers. Quand je dis frôler, ben là, on le frôle pour de vrai, ce qui en fait quand même une approche. C'est pas quelque chose qu'on est habitué à approcher tant que ça des vrais glaciers. Les vrais glaciers. Il faut savoir que dans ces glaciers, les glaces sont emprisonnées de l'air, etc. Donc ça, c'est des bulles qui peut-être datent de l'époque des dinosaures. Moi, je trouve ça toujours un peu fou de se dire on partage un peu d'air avec les dinosaures. Et c'est ce qu'on peut voir quand on s'approche des glaciers. Donc, c'est vraiment un trek pour euh, ceux qui ont déjà, c'est pas un premier trek, sauf si vraiment vous êtes très très enfant. Vaut mieux le faire quand on a déjà un petit peu d'expérience, parce que tous les jours, on va passer à plus de 5000 mètres, un ou deux cols à plus de 5000 mètres. C'est un trek qui est exigeant, et puis les conditions font que comme on est haut en altitude, ben, tout est un petit peu plus, il fait un petit peu plus froid, le soleil brûle un peu plus, ce qui est paradoxal. Et on est vraiment dans de la haute montagne tout le long. Par contre, ce n'est pas technique, c'est vraiment juste de la randonnée tout le long. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouve comme notre randonneur, en fait, dans cette ambiance. On est nous, notre petite équipe, pendant tout le chemin, donc pendant les 8 jours de marche, notre petite équipe. Et puis ensuite, on rejoint un village qui est notre village final, un petit peu plus bas en altitude, avant de rentrer. Donc, bien sûr, j'en ai pas parlé. On s'acclimate toujours avant de faire un trek comme ça d'envergure, en altitude. Donc, on s'acclimate un petit peu dans la ville de La Paz, on s'acclimate sur le lac Titicaca. On peut prendre le temps d'arriver un petit peu plus tôt aussi. Voilà.
Parfait, merci. Merci, Julie. Donc, attendez, j'arrête le partage. Donc, super. Donc, voilà, la Bolivie. Ce superbe trek-là, on va vous amener maintenant en live. On a décidé ça pendant qu'on se parlait, pendant que ça se déroulait, en live avec l'Afrique du Sud. Donc, Ophélie va venir nous parler de ça. Puis, on va conclure avec un 5 minutes là, sur la Grèce continentale. Donc, trek en Afrique du Sud qu'on a eu l'occasion de repérer, de faire en 2023, qui est une première version, donc qui était sous la forme de voyage pionnier, pour avoir sa formule, disons, plus mature l'année suivante. Et puis, depuis, on attend la troisième édition. Donc, je repère juste le diaporama et on va partir cela. C'est bon? Génial. Alors bonjour, merci pour la présence ce soir sur nos remarquables oubliés. Donc la présentation de notre voyage en Afrique du Sud, pour moi, j'aime bien il est relativement récent dans l'histoire de Caravanier, mais il fait partie des oubliés car on n'a pas tendance à penser à l'Afrique du Sud en fait comme une terre de trek pour aller randonner. Souvent, on va avoir l'image de Cape Town, l'image des safaris ou des belles plages aussi qu'on peut retrouver des bords de côte là pour le surf, etc. Mais on pense pas nécessairement à l'Afrique du Sud et encore moins au Lesotho, petit pays complètement enclavé au sein de l'Afrique du Sud et qui est vraiment méconnu et pourtant qui offre une diversité et une richesse que, en tout cas moi, qui a été un réel coup de cœur. Et donc, ça a été vraiment On s'est beaucoup amusé à créer nos voyages. Le premier voyage dont je vais vous parler, c'est le voyage Drakensberg et Lesotho, qui est vraiment le voyage initial qu'on s'est amusé à créer il y a quelques années. Le voyage Dolce Vita, c'est un nouveau voyage, mais ça, il fera partie de notre prochaine conférence des nouveautés. Alors, je prends mes marques pour vous situer un petit peu. Donc, en Afrique du Sud, notre point d'arrivée et de départ, c'est Johannesburg, qu'on voit juste ici. On se garde Cape Town en extension, parce que le pays est quand même relativement très grand. Ça prend des vols pour pouvoir vraiment aller d'une ville à l'autre si on veut changer de côte. Mais donc Johannesburg, ça va être vraiment notre point d'arrivée et de départ. Ensuite, le Lesotho va être notre deuxième grande étape et on va terminer dans les Drakensberg, donc le massif de montagne des Drakensberg qui fait la frontière naturelle entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Donc on a notre triangle d'or qu'on voit juste ici. J'ai envie de vous présenter l'Afrique du Sud comme étant donné qu'il fait partie des remarquables oubliés, moi j'avais surtout envie de vous présenter ce qui est selon moi assez inoubliable à travers ce voyage et les moments forts. Parce qu'on parle souvent, puis j'aime bien là sur le site, on a plusieurs chapitres reliés à ce voyage parce que c'est quand même un pays qui offre, un voyage même qui offre beaucoup de contrastes, que ce soit à travers le volet urbain qu'on a de très présent à Johannesburg versus les montagnes aussi. Et donc, j'avais surtout envie de parler et de partager les moments forts qui viennent vraiment rendre ce voyage assez remarquable. Donc d'abord, on a notre première étape à Johannesburg, qui est une ville qui peut être assez déroutante au début, parce que c'est pas nécessairement une ville qui a très bonne réputation. Il faut pas oublier aussi que l'Afrique du Sud a été marquée pendant longtemps par le régime ségrégationniste donc de l'apartheid des années 48 jusqu'aux années 90. Et donc, ça a vraiment marqué l'histoire moderne du pays et qui a laissé énormément de traces encore visibles aujourd'hui. Mais je pense que c'est super important d'avoir un premier regard sur l'histoire du pays pour vraiment bien comprendre et amorcer le voyage dans les meilleures conditions possibles aussi. Donc ça dénote un petit peu de la façon de fonctionner qu'on a ailleurs. Par exemple, au Pérou ou au Népal, on aime ça quand les voyageurs arrivent. On vous emmène tout de suite dans un endroit qui est beaucoup plus calme, qui vous permet une arrivée plus en douceur et on se garde les grosses villes comme Katmandou, Cusco, plutôt à la fin des voyages, à la fin des treks. Là, on a pensé un peu différemment. Déjà, en termes de possibilités, il n'y avait pas nécessairement d'options très intéressantes autour de Johannesburg, mais on a décidé d'offrir deux regards différents, autant à l'arrivée qu'au retour. Donc, à votre arrivée, on a choisi le petit quartier de Mabodeng, qui est un quartier post-industriel qui est vraiment émergent. Il y a énormément de petites galeries d'art, plein de petits cafés fancy. Bref, il y a vraiment un côté un peu hipster même qu'on retrouve dans le quartier. Il y a des clubs de jazz, énormément des discothèques. Bref, il y a vraiment une vie aussi nocturne qui est assez intéressante.
Et on a vraiment apprécié beaucoup rester dans ce quartier-là pour avoir ce regard justement d'un quartier qui était encore il y a quelques années pas vraiment développé ou même fréquentable et qui change petit à petit, qui commence à émerger et à offrir vraiment un tout autre regard sur la ville. Et au retour, on se donne par contre la chance d'aller complètement ailleurs. On aime garder ça surprise parce que c'est vraiment un superbe hébergement qui va vous donner aussi un volet de l'histoire complètement différent qu'on n'aura pas encore eu l'occasion de voir ou de vivre à travers le voyage. Dans notre étape à Johannesburg, on va aussi avoir un petit passage par le musée de l'apartheid qui est, selon moi, un superbe monument à visiter qui a été très bien fait pour nous permettre de vraiment bien comprendre et porter un regard éclairé sur l'histoire moderne du pays. Donc, on va prendre le temps vraiment de passer toute la matinée là à travers le musée pour ensuite rejoindre Soweto. Soweto, c'est un township, un bidonville qu'on retrouve, puis il y en a plusieurs là en Afrique du Sud, mais souvent ils sont greffés aux villes tentaculaires comme celle de Johannesburg en l'occurrence. Ça a été Soweto l'épicentre en fait de plusieurs révoltes sociales. Il y a des prix Nobel de la paix comme Nelson Mandela, Desmond Tutu, qui y ont vécu également. Donc il y a une histoire assez passionnante et fascinante. Il y a énormément de choses importantes qui se sont passées à Soweto. Donc c'est important aussi d'y aller. Mais le regard qu'on veut donner à Soweto est, selon moi, assez intéressant parce qu'on ne veut pas rendre je veux dire, on veut pas y aller d'une façon où on veut aller observer la pauvreté. Là, évidemment qu'on est confronté à la pauvreté des gens quand on va dans un bidonville. Mais il y a des très belles initiatives aussi qui se passent à Soweto. Et c'est vraiment l'image qu'on voulait donner de ce quartier-là à travers des jeunes qui nous font visiter leur quartier, la façon dont ils vont le faire évoluer, que ce soit à travers des petits commerces, des micro-brasseries qui émergent aussi. On peut aller goûter aussi des petites choses. Donc il y a quand même un volet épicurien qui est présent dans la visite. Il y a plein d'initiatives aussi reliées à la gestion des déchets qui a longtemps été un énorme problème au sein du bidonville, mais qu'aujourd'hui, c'est ça, il y a plein de communautés, d'associations qui existent et c'est vraiment le regard qu'ils veulent nous transmettre à travers cette visite qu'on fait à pied dans la ville. Ensuite, une autre étape qui est très importante, et personnellement, c'est mon coup de cœur de ce voyage-là, c'est le Lesotho. Petit pays, comme je le disais, complètement enclavé, méconnu, oublié, qui se trouve en plein milieu de l'Afrique du Sud. Et ce pays-là, la particularité, c'est que c'est un royaume qui a longtemps, qui est complètement indépendant. Il n'a pas subi l'apartheid, il a été sous protectorat anglais, ce qui lui a permis de garder une forme d'indépendance et de ne jamais connaître finalement le régime ségrégationniste qu'il y avait chez son voisin d'Afrique du Sud. Donc, c'est un royaume, on l'appelle aussi royaume dans le ciel, avec la particularité que tout le pays est au-delà de 1800 mètres d'altitude, de 1800 jusqu'à peu près 3000 mètres d'altitude, complètement entouré de montagnes, et qui offre un immense terrain de jeu en fait pour nous, pour aller se balader de village en village. Donc, dans notre étape au Lesotho, on va surtout se concentrer autour de Semonkong et Malialea. Et ce que j'aime beaucoup de ce chapitre-là, cette partie-là du voyage, c'est que c'est vraiment le volet culturel. Je trouve qu'il prend beaucoup de place. Là, c'est la portion du voyage où on va marcher de village en village. On dort vraiment dans des endroits hyper isolés. Et on a ces moments-là, comme cette course équestre, qui est hyper typique, hyper traditionnelle. Historiquement, en fait, le pays, c'est un pays de cavaliers. Les gens se déplacent à cheval de village en village. Il y a très peu de routes, en tout cas, et peu de véhicules aussi quand on va vraiment dans les terres. Et donc, les courses, en général, sont faites pour marquer des événements importants, que ce soit l'anniversaire du roi, des fêtes nationales, c'est souvent l'été. Mais donc, à travers notre voyage, on a la chance de pouvoir organiser une course à notre arrivée. Et donc, c'est notre première immersion dans le pays. Puis, grâce à cette course, il y a vraiment de nombreux villageois qui viennent parfois faire plusieurs heures de marche pour y assister. Il y a vraiment une ferveur qui est assez palpable et qui nous a vraiment impressionnés la première fois qu'on y est assisté. Et c'est notre premier contact aussi avec les Basotho, donc les habitants du Lesotho. On commence à découvrir ces fameuses couvertures qu'ils portent de plusieurs façons, qui peuvent avoir plusieurs couleurs, plusieurs motifs. Et on apprendra plus tard aussi que ça a vraiment une signification et une grande importance dans la vie des Basotho, que ce soit de la naissance
jusqu'à l'âge adulte, au mariage, puis après quand ils vont avoir leurs propres enfants. Là, c'est vraiment une étape très importante. Et donc, c'est pour moi un des moments forts du voyage. Le Lesotho, c'est aussi, selon moi, une sensation de bout du monde. C'est ce qui m'a vraiment le plus marqué quand on marchait de village en village. Là, il y a un côté très rural. C'est vraiment des bergers, les habitants. Là, ils sont souvent dans les montagnes avec leurs troupeaux. Et on rejoint donc à pied ces tout petits villages. Donc, on a souvent le chef du village qui nous ouvre en fait les portes de 2, 3 huttes pour pouvoir y dormir. Ça reste très rustique, très sommaire, mais je trouve que c'est une expérience assez incroyable. En tout cas, c'est pas souvent, je trouve qu'on a la chance de pouvoir vivre ce genre de moment et le Lesotho offre vraiment cette possibilité-là. Et donc là, c'est clairement une des étapes préférées du voyage. Là, on a d'autres types aussi de... Ça, c'est une autre étape qu'on a pendant le trek. Une chose qui est, selon moi, assez inoubliable pour un voyage, en tout cas en Afrique, je le dis beaucoup là, même dans d'autres destinations africaines, c'est quelque chose qui me touche personnellement beaucoup, mais la lumière, que ça soit les levées, les couchers de soleil, là en l'occurrence, c'est un coucher de soleil qui met qui met en lumière quelques moments marquants qu'on retrouve dans le village et ça fait vraiment partie du rythme qu'on a quand on arrive, on prend le temps. Et le Lesotho offre vraiment ce contact-là aussi avec les gens que j'affectionne particulièrement. On a Matuso qui est une dame vraiment mémorable qui marque beaucoup notre voyage et notre passage au Lesotho qu'on va rencontrer à Semonkong dans notre dernière étape de trek. Et en fait, elle va nous raconter à travers les fameuses couvertures l'histoire de son pays. Et c'est vraiment passionnant parce on apprend beaucoup et en même temps, elle est très, très attachante, cette dame-là. Également, parmi les grandes sensations qu'on a dans notre passage au Lesotho, ça va être les chutes de Maletsunyane, qui sont hautes de peu près 250 mètres de haut et qu'on propose de descendre en rappel pour les volontaires. Si vous avez envie d'un peu plus d'adrénaline dans votre voyage ou de vivre vraiment quelque chose d'assez remarquable et d'inoubliable, bah, de descendre cette chute en rappel, c'est assez spectaculaire. C'est absolument pas obligatoire. Pour les autres, on peut faire de très belles randonnées, que ce soit en haut des chutes jusqu'en bas des chutes. Mais en tout cas, sachez que la descente en rappel est vraiment spectaculaire. Notre troisième étape va être donc le massif des Drakensberg qu'on voit ici. On ne fait pas la traversée complète parce que ce serait quand même long, donc on va se concentrer surtout dans la partie nord des Drakensberg. Donc là, c'est un massif qui est en fait un peu la jointure entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. C'est une frontière naturelle entre les deux, donc on va toujours avoir un pied d'un bord comme de l'autre. Et on va partir pendant à peu près 7 jours. On va commencer donc dans le côté nord, dans le parc du Royal Natal, pour ensuite progressivement rejoindre donc, le massif des Drakensberg, où là, on va avoir toute une équipe locale. On change complètement d'ambiance sur cette portion de voyage-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très contrasté et en même temps très complémentaire avec le reste de notre destination, parce que là, on va vraiment vivre un tout autre trek qui n'a vraiment rien à voir dans l'ambiance et dans l'esprit que ce qu'on a vécu auparavant. D'abord, donc le Royal Natal, qui va être notre première étape. Là, on est dans une ambiance vallonnée. On a un pied entre deux États, l'État libre d'Orange et le KwaZulu-Natal. Et on va avancer sur une crête qui est assez panoramique, très aérienne. On est dans des couleurs qui sont très, très verdoyantes aussi, qui va vraiment être encore une fois différente des Draken dans lesquels on va rentrer quelques jours après. Et ça donne des beaux points de vue. C'est un trek qui est très aérien dans l'ensemble. Je trouve qu'il y a beaucoup de très belles perspectives parce qu'on est toujours en hauteur. Et en tout cas, quand on est chanceux avec la météo, avec un beau dégagement comme ça nous permet d'avoir de superbes vues sur toutes les vallées aux alentours. Ensuite, on va progressivement rejoindre Sentinel Peak, qui va être assez emblématique là, parmi les grandes... Puis là, on le voit, là, les montagnes de Drakensberg, c'est de la roche basaltique, là, donc c'est vraiment de la roche noire hyper contrastée. Donc ça, encore une fois, ça change du tout au tout de ce qu'on a eu auparavant. Et on va aller rejoindre donc, un plateau à 3000 mètres. Et là, cette photo, bah, elle est assez parlante aussi des moments forts qu'on peut vivre dans le voyage, parce que c'est souvent un passage qui peut être redouté des voyageurs. Et là, cette photo représente bien la préparation avant ce passage-là, qui est les échelles. Donc les fameuses échelles, c'est pas très en réalité là, c'est pas si pire parce que en photo, je trouve que c'est toujours plus impressionnant qu'en vrai, mais en même temps, il faut s'y préparer. C'est un petit passage qui dure peut-être sur 80-100 mètres maximum. On a donc ces échelles-là à monter. On a toute une équipe. Les guides sont là aussi pour aider si besoin.
On a toujours un petit système de sécurité aussi pour compléter. Mais c'est le passage obligé. On n'a pas le choix pour ensuite rejoindre le plateau autour de 3000 mètres. Et là, c'est là qu'on va naviguer puis qu'on va rester pendant plusieurs jours avant de redescendre. Et je vous rassure qu'en descendant, on repasse pas par ces échelles-là. Quand on va dans les Drakensberg, bah, comme je vous disais, c'est toujours très aérien, vertigineux. On est souvent, bah là, on redescendait sur cette photo-là, mais disons qu'on était toujours sur le top là, du ridge. Puis c'est ce qui donne toujours des portions assez spectaculaires. Les moments que je préfère dans ces voyages-là, bah, c'est les pique-niques qu'on arrive toujours à trouver. On n'a pas de campement fixe, on a forcément un itinéraire quand même défini, mais on a beaucoup de liberté aussi. Donc, quand un endroit nous plaît, qu'on s'y sent bien, on a l'occasion de s'y arrêter, ça crée ce genre de moment aussi. Autre moment fort du voyage, c'est bah, la possibilité de recroiser parfois des bergers Basotho qui transhument avec leurs bêtes là, dans les montagnes. On voit très peu de monde dans les Drakensberg. C'est vraiment un massif qui est très peu fréquenté. Il n'y a pas de village, c'est pas habité, hormis par des bergers qu'on pourrait croiser. Là, en l'occurrence, bah, c'est un berger Basotho. Et ça nous a remis une petite pointe de nostalgie parce que tout d'un coup, ça faisait quelques jours qu'on voyait plus personne. Là, on croise cet homme-là et ça nous a rappelé bah, nos jours précédents au Lesotho. Et je sais pas, il y a comme eu un petit feeling où on se sentait bien. Et c'est là qu'on a réalisé toute la diversité et à quel point le voyage était hyper dense et hyper riche en termes de rencontres. En termes de terrain, quand on est vraiment sur le top là, des Drakensberg, il n'y a pas vraiment de sentier. Donc, on est sur un type backcountry. Il faut être assez à l'aise sur tout type de sentier, même si au fur et à mesure du temps, il y a des petits sentiers qui se tracent avec les bergers qui passent par là. Mais la plupart du temps, ça reste hors sentier. J'ai un gros sac sur le dos, mais techniquement, vous portez juste un sac de jour. On a une superbe équipe avec porteurs, cuisiniers, guides qui sont vraiment notre soutien au quotidien. Donc, vous portez juste un sac de jour, le reste des bagages suivent avec notre équipe de porteurs. Là, on a une bonne idée de notre belle équipe. Setup de campement, c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ce voyage, c'est la complémentarité parce qu'on va avoir donc au Lesotho tous ces petits hébergements dans des huttes hyper traditionnelles et en même temps, bah, quand on est en montagne, on a ce volet expédition en totale autonomie, en milieu très isolé. Et donc là, bah, c'est une petite routine qui se place au quotidien, le montage de la tente messe, bah, c'est ça, les petites tables, les chaises, les tentes de chacun. Et en même temps, bah, selon la météo, on essaye de trouver un endroit qui nous permette d'avoir une vue superbe. Ou parfois, on peut être un peu plus dans les terres aussi en cas d'intempéries, parce que c'est pas rare dans les Drakensberg. Et bah là, je terminais, je pense, avec cette photo où justement, c'est un de nos derniers campements dans les Drakensberg où je le trouve vraiment beau. On est tout seul, vraiment isolé. Le campement est parfois même avec des herbes hautes. Là, on dort à peu près où on veut. Mais on a une superbe vue sur le parcours qu'on a eu dans les Dracs, là, qu'on a vraiment juste en face de nous. Et je trouve que c'est toujours place à plein de moments de partage et se remémorer. Je me rends compte. Oups, pardon, je suis revenue en Inde. Je reste ici. J'ai pas tant parlé du volet épicurien et gastronomique du voyage, mais je trouve que c'est aussi un moment fort de ce voyage en Afrique du Sud, c'est qu'on a vraiment plusieurs facettes, plusieurs regards à travers le pays. Mais quand on est en ville et qu'on a ce côté urbain, bah, on retrouve les bonnes tables, les bons vins, et c'est ce qui fait que c'est super agréable et très complet. Donc voilà pour le voyage en Afrique du Sud. Cool, il nous reste une dernière destination, c'est la crête, la crête occidentale, oui. Voyons, la crête continentale. C'est n'importe quoi. Attention, on se concentre. Donc, la, la Grèce continentale. Donc, attendez-moi juste 2 secondes. Je veux être sûr de bien faire les choses. Donc, puis après ça, je prendrai vos questions peut-être si vous en avez. Puis on vous remercie d'être attentif encore jusqu'à maintenant. Alors, Crète, voyons, Grèce continentale. Angle des remarquables oubliés, certainement dans la perspective, vous, chez Caravani, un voyage clé emblématique, c'est justement la Crète. C'est ce que j'arrête pas de dire depuis tantôt parce que c'est juste ça en tête que je pense à la Grèce. Mais on a aussi celui-là
construit au retour de la pandémie 2021, qui avait été aussi déjà pensé, réfléchi avant. Donc, c'est un voyage qui s'est constitué avec différentes expériences. Et là, Julie va nous en parler pendant environ 5 minutes. Donc, je partage à l'instant. Maintenant, pour vous parler d'un autre remarquablement oublié, on connaît beaucoup de la Grèce, toutes ces îles qui sont paradisiaques, bien sûr. On connaît moins le massif des montagnes qui se trouve en allant vers le nord, en direction de l'Albanie. C'est un massif qui s'appelle le massif de Pinde. Et il est vraiment très très peu connu. Il faut savoir qu'il est complètement enneigé l'hiver, que certains vont y faire du ski de randonnée. Mais ça reste que dans le monde du trek, c'est une destination où on y va et on est vraiment tout seul. Donc, je vous situe un petit peu plus géographiquement où ça se trouve. Donc, je vous disais la Grèce. Nous, on a notre trek incontournable sur l'île de Crète. On commence ce voyage-là dans les météores. Ça aussi, c'est connu, vous allez me dire, il n'y a rien là. Corfou, ici, c'est là où on finit notre voyage. Mais là aussi, c'est connu. Vous allez encore me dire, mais pourquoi c'est un remarquable moment, remarquable oublié? En fait, c'est notre massif ici, les monts du Pende, qui est ici, dans le parc national. Et c'est là où on va marcher. Et c'est cette partie-là qui est vraiment oubliée. Il faut savoir que cette partie-là, en fait, on travaille avec Alice. Alice, c'est une guide qui est basée en Crète, qui nous en a parlé et qui est allée repérer les sentiers et qui nous a proposé de nous y amener. Donc, je vous montre des photos un petit peu. Ça, juste avant, c'était les météores. Maintenant, là, c'est l'île de Corfou. Mais maintenant, voilà, là, on est dans le massif de Pende. Et donc, Alice, ça fait 4-5 ans maintenant qu'elle guide nos groupes dans le massif de Pende, donc dans les montagnes grecques. Et c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît habituellement de la Grèce. Oubliez les petits villages blancs, oubliez le côté méditerranéen de tout ça. Par contre, c'est là où on y mange toujours aussi bien. Donc ça, c'est une constante. On mange aussi bien qu'au bord de la Méditerranée. Donc le régime méditerranéen jusqu'à là-bas, c'est la nourriture qui est généreuse. Et puis chez Caravani, on y fait particulièrement attention. On est des gourmands dans des bottines. Ici, c'est donc des villages. On y dort autant que possible. On va y dormir plusieurs nuits. On aime bien avoir le temps de se déposer et on fait tout à pied. Et c'est un côté assez merveilleux pendant 6 jours de ne plus avoir de contact avec les véhicules et de faire tout à pied. Ça nous permet vraiment de déconnecter beaucoup plus. Les villages sont tous de pierre, donc que des maisons en pierre. Et alors, si on s'attend un petit peu à voir des gorges, alors les ponts sont remarquables, donc on s'attend à voir des gorges, etc., mais qui sont parmi les plus profondes d'Europe, d'ailleurs, comme vous pouvez voir ici. On s'attend beaucoup moins à voir des paysages préalpins, c'est-à-dire les hautes prairies alpines, des lacs et des sommets autour. Et pourtant, c'est aussi ce qu'on retrouve dans ce voyage-là, notamment grâce à une nuit dans le refuge que vous voyez ici en bas à gauche. Donc, c'est assez surprenant parce qu'en termes de variété d'écosystèmes, c'est pas exactement ce à quoi on s'attend. Et donc, on alterne entre les journées qui vont être plus justement dans les gorges où on redescend, on va voir la rivière, on passe les ponts qui sont spectaculaires avec leurs doubles ou triples arches, et les journées où on va monter plus haut, puis bien sûr les traversées d'un village à l'autre. Donc voilà, en quelques mots, vraiment quelques mots, pourquoi la Grèce pour nous est remarquable dans ce massif-là, c'est parce qu'on y est quasiment tout seul, on peut croiser 2-3 randonneurs par jour, waouh, et parce que c'est très très dépaysant et c'est vraiment un voyage sans camping qui permet d'oublier un petit peu le monde actuel qui va trop vite. Donc c'est vraiment très très prenant. Voilà, avec un pont à simple arche ici. Je pense que voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil sur le voyage en Grèce. Les bonnes périodes pour y aller, c'est le printemps et l'automne. L'hiver, il y a de la neige, et puis l'été, il fait beaucoup trop chaud. Voilà.
Excellent, super. Alors, ça conclut notre présentation des remarquables oubliés. Je tiens quand même à juste vous remettre un peu dans l'esprit. Des fois, on fait beaucoup de catégorisation, beaucoup de thématiques, là. Eh bien, les remarquables oubliés, c'est juste un clin d'œil récent à Serge Bouchard, parce qu'on trouvait qu'il y avait un ensemble de voyages qui rentraient un peu dans son esprit, des voyages qui ont leur force ou qui ont eu leur force un moment et puis qu'à un moment donné, ça disparaît ou ça se dissipe puis après ça, ça revient. Donc, c'est des voyages qui ont leur sens dans le temps et le temps évolue et varie euh, selon bien des facteurs. Donc, c'est plutôt une catégorie qui est une création pour nos conférences. Maintenant, je tiens à dire que tous ces voyages-là s'insèrent dans plusieurs autres catégories, soit par effort, par confort, soit même des fois dans leur formule. Vous avez peut-être déjà entendu parler de voyage pionnier où là, on part à l'aventure, on a fait à peu près le repérage, mais il y a plein des choses qu'on ne sait pas, puis on se lance. Ça a donné avec le temps des remarquables oubliés. On a eu des étoiles filantes qui sont des concepts fous qui passent une fois, des fois deux, mais c'est rare, donc comme une étoile filante, ou on a des voyages qui sont vraiment dolce vita, où l'on va aller plus dans le confort, dans le côté épicurien, puis on a des expéditions aussi, que ce soit sur les hautes montagnes ou sur les destinations polaires. Donc, voilà pour nos remarquables oubliés, ces 6 voyages-là qui nous marquent et qui ont encore leur existence puis leur sens fort aujourd'hui. Donc, la prochaine conférence, ça va être nos incontournables, qui sont un retour dans le temps et puis sur le présent de destinations phares chez Caravanier. Alors, merci d'y avoir insisté. Je reste quelques instants si vous avez des questions. Sinon, ben, François-Xavier Blot, on avait Ophélie Yaskiewicz, on a aussi Julie Bételu qui a parlé depuis l'Europe. Eh bien, vous pouvez nous écrire, voir nos petites faces sur le site Internet. Puis si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on vous appelle, on aime bien les rencontres personnelles, la discussion en direct. Merci.